Mais c'est en fait, je voudrais non pas revenir en arrière, mais rebondir sur des choses qui ont été dites pour remettre aussi un peu en, en question cette question du droit. Évidemment, on est ici à l'invitation du CICR, gardien, promoteur du droit de Genève, et bon, moi-même, j'en suis aussi un défenseur, mais enfin un défenseur un peu ambigu, et je voudrais quand même, pour éviter, enfin pour tenter d'éviter que les ONG se transforment en une sorte de source normative ou en donneur de leçons, rappeler que ça n'est pas depuis la chute du mur que le DIH est mis à mal, mais que c'est presque depuis le lendemain de son existence, et que le paradigme fondateur du droit international humanitaire, ça n'est pas la guerre froide, les affrontements interétatiques de l'avant-chute de Berlin, c'est le modèle de la guerre de Solferino, c'est-à-dire d'une guerre sous forme de duel, où les belligérants se donnent rendez-vous, commencent le matin, terminent le soir, combattent dans un champ, éventuellement visent l'anéantissement de la partie adverse, mais la partie adverse est celle qu'ils ont devant eux, c'est-à-dire la troupe qu'ils ont devant eux. Et que toute l'histoire du XXe siècle n'a été que l'affranchissement, si on peut dire, de ce paradigme des guerres, à commencer par la guerre de 14. Et que même quand il s'agit de faire la distinction entre civils et combattants, ou plus exactement entre combattants et non combattants, ce qui est le fondement même du droit humanitaire, on peut s'interroger quand, par exemple, la guerre de 14 mobilise 50 millions d'hommes, 50 millions d'hommes sont mis sous les drapeaux, je dis qu'il y a une dimension quantitative. À partir de quel moment on n'a plus à faire des combattants, mais à des civils qui ont été mis en uniforme et envoyés au front? Et quelle licence peut-on se donner de dire, eh bien, toute personne en uniforme portant une arme est susceptible de se voir appliquer la peine de mort sans sommation, comme ça. Je voulais simplement, puisque visiblement c'est sous l'angle de la complexité ou de la complexification que cette discussion a été placée, y apporter un écho supplémentaire, en disant que même la référence au droit humanitaire, peut-être surtout la référence trop insistante au droit humanitaire, est loin de nous sortir des problèmes de positionnement politique, philosophique, des jugements que l'on peut porter à un moment ou à un autre. Et pour rajouter encore quelque chose, la définition même de l'humanitaire. Quand, par exemple, tu disais, à la suite d'handicap, on est nombreux à constater ça, effectivement. Moi aussi, je déplore ça, je trouve ça inquiétant, et en même temps, je n'arrive pas à m'en indigner. Que des groupes combattants distribuent de l'assistance, c'est fait partie de leur stratégie. Là où il y a une grande erreur, c'est quand tu le dis, mais je pense que c'est un lapsus, c'est un automatisme, mais il faut y faire attention. Tu dis, ils distribuent de l'assistance humanitaire. Alors, s'ils distribuent de l'assistance humanitaire, le problème est réglé. Ils distribuent de l'assistance, et ils la distribuent à qui ils veulent. Si elle est humanitaire, elle obéit à la règle d'impartialité qui est absolument fondamentale, mais personne n'a dit que toute assistance devait être humanitaire. L'assistance, c'est l'assistance. Certaines formes d'assistance sont humanitaires, d'autres ne le sont pas. Et je pense que cette distinction-là doit être conservée, surtout à un endroit comme celui-ci. Par exemple, quand les Américains envoient leurs hélicoptères et des secours aux Indonésiens après le tsunami, tout le monde considère comme évident que c'est de l'assistance humanitaire, même si par ailleurs, Kandirai se dit c'est une merveilleuse opportunité, etc. Bon. Mais disons, quand le Hezbollah, après l'attaque israélienne au Liban, lance une grande opération de reconstruction, distribuant donc de l'argent, des conseils techniques avec des ingénieurs, des spécialistes de la construction, dans l'ensemble des régions sinistrées après l'attaque israélienne, il ne vient apparemment à l'idée de personne, et surtout pas des organisations humanitaires, surtout pas des commentateurs habituels, de dire tiens, c'est une opération humanitaire intéressante. Je ne dis pas, moi, que je voudrais qu'on qualifie d'humanitaire le Hezbollah. Je constate simplement qu'il y a un double régime permanent, qu'il y a un double standard dont on a beaucoup de mal à se sortir, et que finalement, on accepte comme une évidence qui ne mérite pas d'être relevée, même quand on le critique. On ne le critique pas, on le critique en son fort intérieur, que l'aide militaire américaine dans l'Indonésie soit humanitaire,
Et il ne nous vient même pas à l'idée de considérer que ça pourrait être le cas pour le Hezbollah, qui, je le rappelle d'ailleurs, distribuait, certes avec son propre agenda, mais à tout le monde, chrétiens, sunnites, chiites, etc. Voilà, donc cette réflexion, enfin ce commentaire pour simplement montrer qu'il ne s'agit pas simplement de droit, mais aussi d'usage. Quand les Américains et les Russes faisaient de l'action psychologique au Vietnam et en Afghanistan respectivement, en faisant de la chirurgie, de la médecine, de la vaccination, ils ne prétendaient pas faire de l'humanitaire. Aujourd'hui, ça changerait. Les Américains, donc dans les années 60-70, les Russes, les Soviétiques dans les années 80, faisaient beaucoup de médecine au Vietnam et en Afghanistan. Mais c'était considéré comme, à l'évidence, relevant des opérations spéciales ou des opérations psychologiques, plutôt, comme on les appelle. Aujourd'hui, ces opérations psychologiques s'appelleraient humanitaires. Est-ce qu'il faut déplorer, peut-être ce contre quoi il faut lutter, c'est que cet usage-là s'est imposé comme une évidence. L'exemple de l'Indonésie le montre. Donc on a un problème avec les applications du mot humanitaire. Je trouve qu'on devrait être les premiers à veiller, non pas à chercher à le définir de façon stricte, mais en tout cas à l'employer d'une façon rigoureuse. Merci beaucoup. On arrive au terme de ce débat. Peut-être avant de terminer, je voudrais que chacun conclue brièvement sur tout ce qui a été dit. Alors, bien sûr, Sylvain, peut-être sur qu'est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui dans le droit et dans ce qui existe.